Salut Cédric, bienvenue à toi et merci d'être présent dans ce deuxième épisode du Critérium où on va parler aujourd'hui d'un sujet qui je pense va intéresser beaucoup nos auditeurs aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne les cookies, la mort des cookies et le futur du média. Donc voilà ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui et l'idée sera de partager nos retours d'expérience sur ces cookies et comment est-ce que nos clients et nos partenaires justement voient le futur du média avec la diminution et la mort de ces cookies. Tout à fait. Alors, on va partir dans ce premier tour du critérium aujourd'hui avec la catchphrase « Qu'est-ce que le cookie Armageddon ?» Donc, on entend beaucoup ça pour le moment, le cookie death, le cookie Armageddon, qui veut dire en quelque sorte la destruction des cookies. Et on va reprendre un peu la base parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux cookies. Il y a des articles partout, tout le monde donne son avis et je pense que c'est important aujourd'hui de poser à deux la base. Qu'est-ce que c'est les cookies? Pourquoi c'est important en digital marketing? Et quelles sont les implications de tout ce qui arrive? On va parler de la législation, du RGPD, de l'e-privacy, on va parler des différents navigateurs, on va parler d'iOS 14 et des autres ad blockers, comme ça on va couvrir le sujet de manière totale. Donc je vais te laisser la parole ici pour débuter sur ce cookie Armageddon, pour avoir un peu ton insight là-dessus et de ton côté, comment est-ce que tu vois la chose? Comment est-ce que toi tu l'analyses chez tes clients et comment est-ce que tu vois le futur cookie-less, comme on appelle? Je dirais que peut-être la base c'est de reprendre ce que c'est un cookie parce que je pense que c'est important aussi. Mais beaucoup de choses sur le digital tournent autour du cookie. Donc en gros, c'est un petit bout d'information qui permet de traquer une activité. À la base, le cookie c'était basiquement un outil qui permettait de faire que quand on va sur un site et qu'on choisit une langue en français, quand on retourne sur le site en français, on retourne sur le site, il est en français. Juste pour se souvenir qu'en fait, moi je le préfère en français qu'en néerlandais, en anglais, en allemand ou en espagnol. C'est Et ça, puis ce qui s'appelle les cookies de navigation. exactement. Et puis effectivement, cette technologie a évolué et a permis à toute une série de sites et de plateformes de venir capter de l'information sur le visiteur. Et c'est au travers du cookie que aujourd'hui, on va peut-être pas me parler d'hier, de l'information comme quel produit j'ai été voir sur le site, quel est mon profil, quel âge j'ai, où est-ce que je me situe, et toute une série d'informations en fait transitent au travers des cookies. Sauf que comme dans toute industrie, malheureusement certains ont été trop loin. Et depuis quelques années, en fait, il y a un peu une chasse aux sorcières autour du cookie, c'est-à-dire arriver à limiter le nombre d'informations qui transitent au travers de ces cookies, et principalement vers des partenaires dont le visiteur sur un site internet n'a pas conscience. C'est-à-dire que je visite un site, que ce soit un site de e-commerce ou autre, et en fait, j'ai toute une série de mes informations qui s'envolent vers un partenaire externe à ce site-là, que ce soit une régie publicitaire, que ce soit un réseau social, que ce soit... Il y a toute une série en fait d'infos qui sont communiquées au travers de ce partenaire, auprès de ce partenaire, et que lui va pouvoir utiliser principalement pour le monétiser, c'est-à-dire vendre mes informations à des annonceurs pour arriver à me toucher plus spécifiquement, à me vendre des produits, à me pousser de la publicité en fait. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu mentionnes ici, on peut juste faire un petit aparté pour expliquer. Il existe plusieurs types de cookies. On va en parler de deux principaux. On a ce qui est les cookies third party, donc troisième partie comme on appelle ça, qui sont ceux que tu mentionnes ici. Ce sont des cookies qui attrapent de l'information sur un site web et qui l'envoient à une plateforme externe. Ça peut être un Analytics, un Facebook, un Google ou une autre boîte simplement qui va récolter ces données. Ça, c'est ce qu'on appelle le third party. Et alors, on a le first party qui sont les cookies qui sont déposés par le site sur lequel vous visitez pour notamment retenir des informations, comme tu l'as dit tout à l'heure, si je suis logué sur ce site, mes choix de langue et mes différents choix ou les choses que j'ai fait sur ce site. Ça, c'est la first party. Tout ce qui est third party, c'est des informations qui sont envoyées ailleurs. Et c'est ça qui pose le gros souci aujourd'hui, c'est ces third party cookies. Et ce qu'on en fait. Comme tu dis, il y a eu de l'exagération par rapport à ça, on y reviendra. Et donc effectivement, de là, un certain nombre de législateurs se sont emparés du sujet, que ce soit la Commission européenne ou différents pays. Ils ont décidé un peu de mettre leur nez là-dedans et d'essayer de réguler un peu cette utilisation. Et est apparu, il y a déjà quelques années, le RGPD, ou des nouvelles législations comme la e-privacy, l'ITP, des choses comme ça, qui sont déjà en vigueur ou en tout cas plus ou moins appliquées depuis quelques années, mais sur lequel tout le monde n'a pas toujours une vue et une compréhension claire de qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est justement d'aborder tout ça, parce qu'il y a un gros mouvement. Et comme tu l'as dit, il y a d'un côté la législation,
qui a évolué. On parle du RGPD, GDPR pour les anglophones, de l'ITP, l'e-privacy, qui sont des législations beaucoup plus spécifiques à l'Europe et qui nous mettent un peu en porte-à-faux avec les acteurs américains, parce qu'aux États-Unis on peut faire des choses, en Europe on peut pas. Mais on travaille pas mal avec des plateformes internationales, que ce soit Amazon, Facebook, Google et autres, qui sont à la base des acteurs américains et donc qui essayent de s'adapter à la législation européenne, mais tout en gardant un certain nombre de pratiques qu'ils peuvent faire dans le reste du monde. Donc, on est un peu dans une bulle aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, il y a aussi le consommateur en lui-même qui se rend de plus en plus compte que ces données sont transférées, qu'il a l'air d'être ciblé par des choses et il comprend pas exactement pourquoi. Et donc, on a aussi des mouvements citoyens qui poussent un peu dans la même direction, qui est de respecter en fait l'usage des données. Et de là, suivent un certain nombre d'acteurs, et principalement les premiers acteurs qui ont enchaîné, c'est les navigateurs, donc les browsers en anglais. Donc les trois acteurs principaux, c'est qui? C'est Chrome de chez Google, c'est Safari et c'est Firefox. Ces trois-là ont tous les trois à un moment identifié le souci et la problématique venant du consommateur et de la législation et se sont dit nous on va s'aligner. Donc on va aussi limiter la possibilité pour les sites de capter de l'information. Alors le premier qui s'est mis en ligne en ordre de bataille, c'est Safari, puis il fait plus ou moins 20-25% du trafic mondial aujourd'hui, et c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il coupe déjà toute une série de cookies sur le court terme et sur le moyen terme, donc ce qui empêche déjà aujourd'hui un certain nombre de sites d'envoyer de l'information à gauche à droite. C'est ça, hein, c'est ce qu'ils appelaient anciennement ETP, qui est passé sur ITP, et c'est vrai, comme tu dis, ça a été les premiers à vraiment le mettre en place. Et donc pour expliquer rapidement ce que ITP veut dire, c'est Internet Tracking Protection, donc c'est une forme de mesure qui a été mise en place par Safari pour justement éviter, comme tu le dis, que ces informations soient envoyées à la terre entière et que n'importe qui puisse les récupérer. Et donc qu'est-ce que ITP fait aujourd'hui? C'est-à-dire que il ne bloque pas nécessairement les cookies, par contre il limite leur durée de vie. C'est-à-dire que les cookies third party vont avoir une durée de vie qui va être limitée à 24 heures, voire 7 jours dans certains cas, et les cookies first party, eux, pareil, vont pouvoir avoir une durée de vie qui sera un tout petit peu plus longue. Mais en fait, ce qu'ils font ici, c'est que ils permettent toujours d'utiliser des cookies, par contre, ils vont limiter la durée de vie. Pour donner un exemple très simple à quoi ça correspond, pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, imaginez, vous êtes sur Safari sur votre navigateur, vous allez sur un site web, vous choisissez la langue français, vous allez revenir dans 10 jours, et bien, le site ne saura plus que vous avez choisi cette langue en français, puisque le cookie qui était déposé par le site dans votre navigateur aurait été supprimé par Safari. Ça, c'est un exemple par rapport à la langue. Et pour revenir au digital, ça a un impact extrêmement important. Imaginez, vous cliquez sur une publicité Google, vous arrivez sur le site, vous revenez dans 10 jours, et bien le cookie Google a été supprimé et Google ne sait plus que vous êtes venu à la base grâce aux publicités Google. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes au niveau du tracking des conversions et de l'analytics. On y reviendra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, ça paraît être juste une espèce de législation, mais en fait, ça a un impact majeur sur toute une série d'aspects. Et en sachant que ce ne sont pas les seuls, donc on a parlé ici de la réglementation, on a parlé des navigateurs, de Safari en l'occurrence, Google avec son navigateur Chrome et Firefox derrière suivent. Ils avaient promis que ce serait en 2022 qui suivrait le mouvement. Ils ont reporté un petit peu, même 2021, je crois au départ. Ils ont reporté ça à 2022-2023. On reviendra sur les raisons, mais en gros, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé, principalement Google, une évolution à leur modèle média, donc là, ce qui ramène vraiment de l'argent. Et donc, ils veulent pas se tirer une balle dans le pied. Donc, pour l'instant, ils attendent un peu, mais ils se sont mis dans la direction en tout cas. Et puis, on a encore deux autres phénomènes. C'est de l'autre côté, l'activité digitale est de plus en plus mobile. Dans le monde, on a passé les 50% d'activité digitale qui est mobile. Et donc, c'était un peu aussi un univers qui était un peu à part. Et aujourd'hui, Apple a suivi le mouvement avec iOS 14, donc le nouveau système d'exploitation de Apple, qui lui aussi limite la possibilité de capter des informations depuis les applications ou autres. D'ailleurs, les utilisateurs ont pu le voir depuis ces derniers mois. Quand ils installent une nouvelle app, ils reçoivent une notification dès le départ qui leur demande s'ils sont d'accord de partager des données avec l'application. Dans plus de 90% des cas, les gens disent non. Donc, toute cette source d'information là aussi, elle disparaît d'un coup. Et elle pose le même problème qu'avec un browser, donc avec un navigateur comme Safari ou autre. Donc, c'est de nouveau tout un pan de l'information qui s'écroule aujourd'hui et demain. Et puis, dernier point, c'est le consommateur lui-même qui trouve aussi des solutions, et c'est le ad blocker.
Donc, c'est-à-dire l'outil que lui-même installe et qui lui permet d'empêcher toute diffusion de certains types d'informations et l'affichage même de certaines publicités sur différentes plateformes. Ce qui fait que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation en tant que marketeer, en tant qu'agence média, en tant que stratèges digitaux et autres, à devoir essayer de naviguer entre tout ça, puisqu'on n'est pas encore dans le nouveau monde, mais on n'est pas encore dans l'ancien. On n'est plus vraiment dans l'ancien. Plus dans l'ancien, ouais. Et donc, on doit vraiment trouver cette balance entre, on peut plus faire comme avant, mais on n'a pas encore tous les outils pour faire comme on devrait faire, ou on s'est pas encore aligné exactement à qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment faire remonter de l'information. Et donc ça, c'est vraiment le postulat de départ ici aujourd'hui, c'est ce manque crucial d'information et cette limitation, soit dans le temps, soit juste dans sa forme, à toute une série d'infos qui proviennent des utilisateurs et de leur navigation en ligne. Oui, tout à fait. Et puis comme tu expliques aussi, je pense qu'on est dans une zone de latence, on est dans une zone grise, on est entre l'ancien monde et le nouveau monde, on va appeler ça comme ça au niveau de la mesure. Après, il y a aussi, donc on parlait pour rappeler les 4 points, il y a les législations, il y a les navigateurs qui permettent de bloquer les cookies, il y a maintenant les téléphones ou iOS 14 qui permet de le faire pour les applications, il y a les adblockers, et puis il y a tout simplement ce qu'on voit en naviguant sur tous les sites, c'est ce banner qui s'ouvre à chaque fois en disant est-ce que vous acceptez ou pas les cookies, où l'utilisateur a le choix de dire oui ou non. On va revenir là-dessus. On le sait très bien, Cédric, dans beaucoup de cas, ces cookie banners sont là juste pour décorer sur les sites et ne sont pas fonctionnels. C'est-à-dire quand on clique sur non, on est quand même traqué, ou quand on ne clique pas, on est quand même traqué, puisqu'on est encore dans une zone grise. Mais voilà, je pense que maintenant, le choix revient au consommateur. Comme on dit, no consent, no tracking. Si l'utilisateur ne souhaite pas être traqué, il ne souhaite pas être traqué. Et je pense qu'à un moment donné, il faut respecter ça aussi. Ça a été mis en place par les browsers ou par les OS, par Apple ou par des adblockers, pour justement donner la possibilité à l'utilisateur finalement de faire son choix. Est-ce que je souhaite être traqué ou pas être traqué? Et je pense que ça va dans le bon sens. Et bon, on se rappelle tous, il y a quelques années, voilà, on allait sur un site, on cherchait après une voiture ou après un lave-linge, et bien on avait de lave-linge qui nous suivait pendant 3 semaines sur tous nos devices et sur tous les sites où on allait. Et il y a eu de l'exagération. Et donc c'est pour ça aussi que ces mesures sont arrivées. Et comme tu le mentionnes, il faut s'adapter. Notamment dans le digital marketing, il y a 2 choses. La première chose, c'est la mesure, c'est comment est-ce qu'on va mesurer les performances de nos stratégies digitales et de nos campagnes digitales, ça c'est la première chose, pour savoir finalement est-ce que mes investissements digitaux que je fais sont bien faits et sont faits dans les bons canaux, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes de performance, c'est-à-dire que quand on fait du Google Ads, quand on fait du Amazon, quand on fait du Facebook, on va optimiser ces campagnes avec des algorithmes qui ont besoin de données pour pouvoir optimiser, pour être plus malin. Et donc justement, quand cette data qu'on pouvait avoir historiquement est maintenant bloquée par les diverses raisons qu'on a évoquées, mais ça donne aussi moins de données à ces algorithmes pour être plus intelligents et pour pouvoir cibler plus précisément les acheteurs. Et donc à notre niveau, on le voit chez beaucoup de nos clients et chez beaucoup de publicitaires, les performances des campagnes digitales ont tendance parfois à baisser quand on est dans de la pure performance par ce manque de data, ce manque de tracking. Et le reporting et l'analyse pour pouvoir se dire est-ce que j'investis correctement mon argent est aussi plus compliqué qu'avant, puisqu'on n'a plus toutes ces données qui remontent sur tous les utilisateurs. Et donc effectivement, il faut s'adapter. Il y a des moyens techniques pour pouvoir s'adapter. Il y a aussi des moyens marketing et simplement parfois du common sense, du bon sens pour pouvoir mesurer, analyser certaines choses. Donc je te propose qu'on passe dans le deuxième tour de ce critérium et qu'on parle justement des solutions techniques qui sont disponibles ou en cours de création pour justement pallier à cette fin des cookies annoncés. Écoute, je vais te laisser la parole pour la première. Donc la première solution technique qui a été, comme tu disais tout à l'heure, émise par Google et notamment pour Google Chrome, qui est quand même un des navigateurs principaux à l'heure actuelle pour pouvoir continuer à mesurer les utilisateurs sans cookies, qui s'appelle, qu'on appelle plus communément FLoC, F-L-O-C, qui est une méthode qui avait été mise en place par Google pour pouvoir essayer de traquer des utilisateurs, mais pas en tant qu'un seul utilisateur avec ses données personnelles, mais plutôt des cohortes, plutôt des groupes d'utilisateurs qui ont le même genre de comportement ou qui visitent le même genre de site. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? J'ai envie de dire, en s'en parlant, on s'était dit, voilà, effectivement, FLoC égale flop pour l'instant en tout cas, parce qu'en fait, l'idée était de dire, ok, on a identifié que les consommateurs veulent plus être traqués, ils ont plus envie d'avoir ce sentiment qu'ils sont fichés et que dès qu'ils ont été voir, comme tu l'as dit, un lave-linge, mais aussi
un gîte sur Booking.com, de se retrouver pendant 2 semaines à voir ce même gîte partout. Alors il y a eu des situations cocasses qui étaient de dire ok, j'ai été voir un cadeau pour ma femme et puis parce que c'est bientôt les fêtes ou autre et en fait je me retrouve avec cette pub du cadeau à droite tout le temps et donc si je monte un truc à ma femme ou qu'elle l'utilise le même ordi que moi, en fait elle va voir que j'ai été voir ce truc là. C'est des situations anecdotiques, mais c'est le sentiment que ça crée. Et donc, l'idée était de dire, dans quelle mesure est-ce que on pourrait arriver à identifier, nos algorithmes sont tellement puissants aujourd'hui, on est capable d'aller choper de la donnée à tellement d'endroits, qu'elle soit personnalisée ou pas, mais on a une meilleure compréhension des consommateurs. Est-ce qu'on pourrait être capable d'identifier des gens sans aller chercher cette information directement sur le site? Et donc, l'idée était de dire, est-ce qu'au lieu de targeter Cédric Coderlier qui a été voir le lave-linge X, on pourrait identifier que Cédric Coderlier est dans une phase de recherche d'un lave-linge au travers de différentes activités beaucoup plus larges et dans lequel il serait noyé dans 1000 ou 2000 personnes qui auraient aussi potentiellement besoin d'un lave-linge. Et on va leur afficher à chacun cette publicité et voir un peu est-ce que ça fonctionne, quelle direction ça prend et ci et ça. Le problème, c'est que c'est une nouvelle technologie et comme toutes les nouvelles technologies, ça a besoin d'être testé, retesté, amélioré. Et que le problème, c'est qu'on peut pas arriver avec une technologie qui va remplacer du jour au lendemain quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien, en tout cas pour les marketeers, en espérant que ça ait les mêmes résultats. Et malheureusement, les résultats obtenus à ce stade avec cette approche de Flock n'étaient pas assez fructueux, ce qui a poussé Google notamment à pas le mettre entre parenthèses, mais en tout cas à retourner dans ses labos et ses recherches pour essayer d'améliorer l'approche et de revenir d'ici quelques mois avec de nouvelles solutions. Et donc aujourd'hui, même les gros acteurs comme Google ou autres sont à la recherche de nouvelles possibilités, tout en sachant qu'ils sont pas à la rue. Il faut être bien clair. On va y revenir après. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, notamment cette évolution? C'est que ça va aussi renforcer d'une certaine manière le pouvoir des écosystèmes digitaux. C'est-à-dire que si on revient à la nature même du cookie, je ne veux pas transférer une information qui vient d'un site X où j'ai été voir un lave-linge vers un environnement Y qui serait par exemple Facebook ou Google. Mais par contre, ça me pose aucun souci de transférer de l'information de YouTube à Google ou de Gmail à YouTube ou de YouTube à une autre application de Google. Et donc, ça va aussi donner plus de force d'une certaine manière aux écosystèmes qu'on utilise. Il faut prendre un environnement comme Google ou comme Facebook ou comme Amazon. Mais il leur reste la capacité d'aller chercher beaucoup d'informations dans leur propre écosystème. Et donc, moi qui fais une recherche sur Google, je pourrais être retargeté sur YouTube. Je pourrais pas être retargeté sur le site de RTL ou sur le site de la RTBF, par exemple, ou de TF1, mais je pourrais être retargeté dans le même environnement. Et donc, il y a fort à parier que dans les prochains mois et années, en fait, on va avoir un développement de ces écosystèmes, plus petits ou plus grands. On a parlé des gros Google, Amazon, Facebook et autres. Mais non, on le voit aussi au niveau local avec des écosystèmes médias, que ce soit Google, par exemple, RTL, par exemple, qui va développer son propre écosystème au travers de ces différentes plateformes, que ce soit RTL Play, que ce soit le site de RTL, le site de Radio Contact, le site de telle et telle marque. Entre ces différents sites, on pourra quand même aller chercher de l'information et cibler les gens. Mais non, je pourrais plus être retargeté en ayant été sur le site de bol.com ou de Amazon sur le site de RTL, par exemple. Ouais, c'est ça. Et comme tu le mentionnes ici, on parle de Flock. Et Flock, c'est effectivement une méthode qui a été développée et réfléchie par Google, notamment pour Google Chrome. Et il faut bien le comprendre, c'est que Google aujourd'hui est un des plus gros acteurs dans la publicité digitale. S'il y a plus de cookies et qu'ils ne peuvent plus vendre leurs données digitales ou les données digitales des utilisateurs, ça va leur faire un gros trou dans le budget. Et c'est pour ça qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi c'est pas Safari qui pense à ce genre de solution? Pourquoi c'est pas Firefox? Parce que Safari et Firefox ont mis ITP en place pour bloquer ça. Mais c'est pas eux, c'est pas leur rôle de réfléchir à des solutions pour continuer à traquer les utilisateurs. C'est Google qui est en train de chercher des solutions pour se dire, on est en train de me couper l'herbe sous le pied, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, comme tu le mentionnes ici, c'est des solutions qui sont mises en place par un acteur principal et dans un phénomène de ce que tu évoquais tout à l'heure qu'on appelle walled garden, donc de jardin muré. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gros acteurs qui ont de la donnée, que ce soit Amazon qui a sa propre donnée, que ce soit Google ou que ce soit Facebook. Et on remarque que ces écosystèmes commencent à se dire, OK, notre cookie X, on ne peut pas le transférer sur un cookie Y, il n'y a plus de passage d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir un maximum d'informations qu'on va garder murées chez nous. Et donc, si vous voulez travailler avec nous, vous aurez accès à ces données
et on pourra, comme tu dis, retargeter les gens sur YouTube, sur Gmail, sur les produits Google à l'intérieur de Google. Amazon, pareil sur Amazon, et donc ça crée ces espèces d'écosystèmes fermés qui ne communiquent plus trop entre eux, avec lesquels il faut pas travailler, et chacun essayant de se tirer la couverture ou de trouver des solutions pour engranger un maximum de data. Pour rebondir là-dessus, donc on a parlé de ces solutions qui sont émises par les acteurs, on va appeler ça comme ça. Et il y a d'autres solutions aussi qu'on va expliquer maintenant, c'est notamment le server-side. Donc pour ceux qui sont un peu dans le digital, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. On a browser-side et on a server-side. On va vous expliquer rapidement ce que ça veut dire, qui est une piste aussi pour pouvoir mesurer les utilisateurs. Donc pour rappeler un petit peu la base du cookie, vous allez sur un site internet ou vous allez sur une application. Ce site internet va déposer dans votre navigateur, Safari, Firefox ou Chrome, un cookie, et c'est ça qui va permettre de mesurer ou transférer de l'information. À partir du moment où il n'y a plus de cookies, il faut trouver une autre solution. Et une autre solution qui est pour le moment testée, Google est en train de le faire avec son Google Tag Manager et Google Analytics Server-Side. Pour ceux qui font de la publicité Facebook, Facebook vous pousse maintenant à activer ce qu'on appelle le Facebook API. Donc en fait, toutes ces solutions, qu'est-ce qu'elles veulent dire en gros et qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent non plus aller chercher l'information sur le navigateur, sur l'ordinateur ou le téléphone de l'utilisateur, mais que le serveur sur lequel votre site internet, par exemple, est hébergé, et bien que ce soit ce serveur qui puisse envoyer les informations aux plateformes. Parce que quand un utilisateur vient sur votre site, l'e-commerce navigue sur des produits ou les ajoute au panier, il y a une partie de la data qui peut être captée par le navigateur et envoyée, mais tout ce qui est fait sur votre site est toujours enregistré par le serveur. Et donc l'idée ici du server-side est de pouvoir envoyer des informations depuis le serveur vers les plateformes pour pouvoir continuer à mesurer. Donc, encore une fois, si l'utilisateur n'accepte pas les cookies, l'idée n'est pas de se servir de cette technologie pour quand même envoyer de l'information personnelle et privée sur d'autres plateformes pour les retargeter. C'est pas le but ici. Le but ici du server-side est de pouvoir quand même, pour les marketeurs, conserver de l'information pour pouvoir faire leur reporting et pour pouvoir analyser, pour pouvoir dire, tiens, tel ou tel canal publicitaire que j'active fonctionne malgré tout. Ce qu'on ne peut plus faire si on n'a plus de cookies. Et justement, ça, c'est une autre méthode. Peut-être pour éclairer aussi les gens qui écoutent, mais c'est quel type de données comparé aux données qui sont envoyées, on va dire aujourd'hui de manière plus classique via les cookies? C'est quoi la différence d'informations, de données qui sont transférées en mode server-side ou en mode browser-side? Browser-side, ça va être tout ce qui est disponible, c'est-à-dire votre adresse IP, depuis quel pays vous naviguez, de quel navigateur, quelle est la taille de votre écran, est-ce que vous êtes sur un MacBook ou un ordinateur, ça va être l'heure, ça va être tout un tas de données géodémo ou par rapport à votre device, ça va être est-ce que vous êtes déjà venu sur le site, est-ce qu'on vous connaît ou pas, ça va être tout ce genre d'informations qui peuvent être passées actuellement par le browser et par les cookies. Quand on va passer sur du server-side, ça va plutôt être de l'information navigationnelle, c'est-à-dire quelle page vous avez visité, sur quoi vous avez cliqué, quels événements vous avez réalisés, est-ce qu'il y a eu des transactions, sans pour autant être capable par la suite de vous retargeter ou sans nécessairement être capable de pouvoir joindre cette information à une personne bien spécifique. D'accord? Donc c'est vraiment server-side, c'est vraiment dans un terme de mesure, c'est pour pouvoir mesurer ce qui se passe sur le site. Donc ça veut dire que grâce à ça, on pourra faire des cohortes, par exemple, par pays ou par région, en disant, OK, tous les gens de cette région-là ou de ce pays-là ont été voir cette page-là ou ce produit-là. Et donc, on va recréer des formes de cohortes au travers de l'approche server-side. Exactement. C'est une des idées du server-side, c'est de continuer à avoir de la donnée pour savoir ce qui se passe sur le site et de ne plus pouvoir, comme on dit, pinpoint un utilisateur bien précisément, mais de pouvoir faire des cohortes, savoir ce que les gens font sur votre site, sur qu'est-ce qu'ils naviguent, qu'est-ce qu'ils font comme activité, mais sans pour autant aller les embêter derrière, mais quand même pouvoir optimiser vos campagnes et vos investissements médias. Donc c'est ça l'idée du server-side. Pour revenir là-dessus, il y a d'autres techniques aussi qui sont un peu plus techniques, on va pas aller trop dans les détails, qui sont aussi le fingerprinting. Comme tu disais tout à l'heure, tu posais la question, quelles sont les datas qui sont disponibles via les cookies, qu'est-ce qu'on peut avoir via le server-side? Eh bien, le fingerprinting, lui, qui est finalement aller chercher l'empreinte digitale des gens, c'est aller continuer à essayer de chercher ces informations, c'est-à-dire l'ID du device et d'autres genres d'informations, l'adresse IP notamment, pour continuer à la conserver et à pouvoir l'utiliser. Le but des navigateurs, c'est de bloquer ça, qu'il n'y ait plus de fingerprinting. Donc, il y a un tas de workarounds qui sont en train d'être mis en place pour continuer à se dire, je peux pas me passer des cookies, je peux pas me passer de ces datas, il faut absolument que je trouve des méthodes pour pouvoir continuer à faire ce que je faisais avant et pas me remettre en question. Mais tout ça arrive à un terme. À un moment donné, comme on dit, le pouvoir revient dans les mains de l'utilisateur. Pas de consent,
pas de tracking, je ne veux pas être traqué, on ne peut pas m'obliger à me piquer mes informations. Et donc, il faut bien faire attention aussi, et tu le sais très bien, il y a des boîtes aujourd'hui qui se lancent avec des outils, on a un super outil d'attribution, ça va régler tous vos problèmes, on n'a plus besoin des cookies, on a plein d'autres solutions géniales pour continuer à traquer les gens. Il faut bien se dire que c'est pas amené à perdurer nécessairement. Si Google, déjà, l'un des plus gros acteurs, n'arrive pas à trouver une solution qui convient pour tout le monde et qui leur permet de continuer à faire ce genre de tracking, il faut pas croire au Graal et au mirage de sociétés qui vous feraient un outil qui subitement réglerait tous les soucis de tracking et d'attribution du monde entier, que même les gros acteurs peuvent pas régler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est ça un peu le mirage, c'est qu'il va falloir à un moment prendre le taureau par les cornes et de se dire, ok, mais c'est quoi la solution, quoi? C'est quoi qu'est-ce qu'on doit faire, entre guillemets? Je peux m'imaginer que certaines personnes qui nous écoutent se disent, ok, ça c'est tout ce qui se passe. Ça c'est l'impact que ça a d'une certaine manière, et la technologie qui a l'air d'être mise en place n'a pas encore fait ses preuves. Par où est-ce que je vais, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, ça nous permet d'embrayer justement sur le troisième tour de ce critérium et de se dire comment est-ce qu'il faut voir les choses pour le futur, en connaissant tout ce qui se passe actuellement sur les cookies et les solutions qui sont plus ou moins mises en place, en tant que publicitaire, en tant que marque, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je peux faire pour justement pallier à ça et pour pouvoir continuer à performer en digital dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. Et je pense que peut-être pour lancer ce troisième tour du critérium, l'idée c'est, en tout cas ce qui est dit, c'est il faut tabler sur le first party data. Ça c'est le nouveau Saint Graal, c'est le nouvel or, c'est le nouveau pétrole, parce que ça reste de la data, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de définir ce que c'est la first party data dans un premier temps, parce qu'en fait on sait aller chercher de l'information, mais c'est d'un côté beaucoup plus difficile et potentiellement assez limité aussi. Ouais, et pour donner un exemple très très simple que tout le monde va comprendre. Imaginez, je suis un site de news, un site d'actualité. Je vous demande de créer un compte pour pouvoir accéder à mes articles de presse. Vous allez vous créer un compte sur mon site. Votre nom, votre adresse email, vos données. Imaginons que vous payez un abonnement sur mon site. Toutes ces données-là vont être conservées chez moi, sur mes serveurs. C'est ce qui s'appelle la first party, puisque vous m'avez donné ces données sur mon site, et c'est de la first party. Et l'intérêt de cette first party, c'est que j'ai des données privées, des adresses email ou autres, que je vais pouvoir réutiliser. Je pourrais pas les vendre, je pourrais pas les redistribuer, mais je pourrais les utiliser. Et l'avantage, c'est que je les stocke chez moi, je les ai chez moi, et c'est de l'information qui est bien plus qualifiée qu'une simple visite sur un site où on aurait juste un identifiant de navigateur ou de téléphone ou d'ordinateur. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui va falloir aussi être capable d'optimiser. Alors, on a beaucoup parlé de CRM, de RP et autres dans les entreprises, de dire, OK, on doit avoir un maximum d'informations sur les consommateurs, sur qui ils sont. Ça deviendra d'autant plus crucial dans les prochaines années parce qu'autant aujourd'hui, on a quand même encore beaucoup de sociétés qui s'appuient sur des gros acteurs comme Google ou Facebook et autres pour gérer leurs données clients, ou en tout cas pour avoir une meilleure compréhension de qui ils sont, au travers des fans de leur page, au travers des personnes qui sont engagées avec leur publicité, des choses comme ça. Tout ça pourra continuer à exister, mais dans une certaine mesure, mais surtout, on pourra plus faire le lien avec le transactionnel et avec la vente en ligne ou avec les clients existants, puisqu'il y aura plus la possibilité de partager ces données comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, à un moment, on va se retrouver avec deux types de données et il va falloir être capable de pouvoir les matcher d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est un peu encore compliqué au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que ça devient, comme tu dis, la first party data, c'est le nouveau pétrole, puisque, pour prendre un exemple très simple, Amazon a de la donnée first party sur tous ses utilisateurs. Amazon sait ce que chaque utilisateur commande, achète sur son site, navigue, visite. Et donc Amazon a cette data et va permettre aux publicitaires de pouvoir utiliser cette data sur sa plateforme Amazon. Exemple très simple, imaginons que vous vendiez des articles pour animaux, eh bien vous allez pouvoir, dans les publicités Amazon, dire voilà, je veux aller cibler les gens qui ont de l'intérêt pour des animaux ou qui visitent des produits pour les animaux. Comment est-ce qu'Amazon le sait? Puisque Amazon a cette first party data de tout ce qui se passe sur son site et qu'elle peut lier à ses utilisateurs qui sont connectés sur Amazon. C'est ce qui va permettre à Amazon de entre guillemets, revendre ces données aux publicitaires. Quand on dit revendre la donnée, il ne faut pas s'imaginer qu'Amazon envoie un fichier Excel par mail en disant, tiens, voilà les utilisateurs. Non. Via sa plateforme publicitaire interne, elle permet
aux publicitaires de cibler des groupes de personnes qui ont tel ou tel intérêt, puisqu'ils auraient visité telle ou telle partie d'Amazon. Donc c'est ça, et c'est l'intérêt là du first party. C'est là où justement va arriver cette notion de, outre la first party data qui permet de savoir, il va falloir rajouter une couche complémentaire qui va être cette stratégie et cette compréhension de nos cibles d'un point de vue plus stratégique. Pourquoi? Parce que demain, on sera obligé d'une certaine manière d'identifier quelle pourrait être notre cible sur l'écosystème Amazon. De l'autre côté, sur quelle est ma cible dans l'écosystème Google. Dans un troisième, quelle est ma cible sur l'écosystème Facebook. Dans un quatrième, quelle est ma cible dans l'écosystème RTL. Et tous ces walled gardens, en fait, vont imposer potentiellement plus de travail. Alors, on a l'impression aujourd'hui que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, dans les faits, c'est pas tout à fait le cas, vu qu'il y a beaucoup d'échanges de données entre les différentes plateformes. Mais en fait, on peut arriver facilement à mettre en place une campagne qui fonctionne sur plein de sites différents, notamment en display, où on dit, OK, ben voilà, j'ai cette cible-là. Et en fait, on utilise une même donnée centralisée qui est commune à toutes ces plateformes pour à un moment acheter du bannering sur tel site, tel site, tel site, tel site, tel site. Mais demain, en fait, on devra faire cet exercice de ciblage, entre guillemets, sur les différentes plateformes. Et donc, en amont, il faudra une connaissance très fine et très précise de qui est ma cible, quels sont ses intérêts. Pourquoi? Parce que sur une plateforme comme Amazon, pour toucher ma cible, je vais avoir une compréhension ou un ciblage qui va être basé sur ses achats. Là où sur Google, je vais avoir un ciblage qui est orienté sur ses recherches et là où sur Facebook, je vais avoir un ciblage qui va être orienté sur ses contenus consommés. Et donc, je vais devoir avoir une espèce de master plan, une espèce de master de mes personas qui permet d'identifier pour chacune d'elles, OK, quels sont ses intérêts d'achat, quels sont ses intérêts de contenu consommé, quelles sont les plateformes qu'il utilise, quels sont ces types de recherches qu'il fait. Et donc, d'avoir une vraie compréhension et de les faire vivre de manière assez forte dans sa propre entreprise pour être capable de l'utiliser sur les différentes plateformes, parce que sinon, en fait, ça va être assez chaotique. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Je suis extrêmement d'accord avec toi sur ce point et je pense qu'en toute franchise, c'est un bienfait aussi pour le marketing de manière globale. On revient un petit peu, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, on fait une pause, on fait un pas en arrière et on se dit concrètement, c'est quoi le marketing, à quoi je dois réfléchir. Et on entend souvent ce terme qui est très souvent galvaudé, customer centric, mettre l'utilisateur au centre. Et c'est ce que ces dernières années, on a un peu oublié de faire en tant que, je veux dire, marketeurs digitaux, c'est que c'était très facile, même pour des gens qui s'y connaissaient pas nécessairement trop. On allait sur Facebook, on créait un ad account, on branchait sa carte de crédit, on donnait 2-3 intérêts à Facebook, on lui donnait un petit peu de data, et Facebook était capable d'aller nous chercher notre client type qui allait directement acheter sur notre site, et on pouvait très, très rapidement lancer des sites de dropshipping ou lancer ses petits e-commerce ou faire son petit business en se basant sur la puissance des données qu'avait Facebook, sans pour autant jamais réfléchir et se dire qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, quel genre de contenu proposer. Et donc on faisait des pubs à la volée, on faisait des créas rapidement, on tapait, on essayait, et si l'algorithme allait trouver des acheteurs pour nous, tant mieux. Et donc ici, je trouve justement que c'est une bonne chose, c'est de pouvoir mieux réfléchir son marketing, mieux réfléchir ses publicités, simplement discuter, parler avec ses clients, mieux comprendre ses clients, ce qui a été honnêtement un petit peu perdu ces dernières années avec le digital. Donc je te rejoins à 100% là-dessus. Ben, je voyais hier, je regardais une vidéo online et c'était un des dirigeants de chez Monoprix en France qui expliquait que ils ont lancé, au travers des différentes initiatives qu'ils ont prises, un channel de communication WhatsApp avec leurs clients les plus fidèles, directement avec le département marketing ou customer care, pour arriver à mieux comprendre et à aller sortir plus d'informations sur qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les barrières, quelles sont leurs attentes et autres. Et donc effectivement, je pense qu'on va voir évoluer cette dynamique de créer un lien fort avec ses consommateurs. En tout cas, pour des sociétés qui reposent ou qui reposaient en grande partie sur les algorithmes et les datas qui étaient transférés en ligne, ben, il va falloir aller les chercher ailleurs. Il va falloir aussi être capable de les traiter. Parce que, effectivement, avant, ça se voyait même pas. C'est des données qui étaient transférées d'un serveur à un autre. Personne n'avait vraiment une compréhension. Enfin, personne. La plupart des marketeurs avaient peu de compréhension du type de données qui étaient transférées. Ils avaient juste à un moment un reporting et une espèce de vision sur des ciblages possibles, mais ils laissaient quand même beaucoup tourner la machine, comme on dit. Là où demain, ben en fait, ils vont se réapproprier une partie du contrôle et surtout de la responsabilité des performances de leur campagne. Et donc, effectivement, ils vont devoir avoir une meilleure
ils vont devoir mieux équipés pour pouvoir aller briefer les agences médias, les agences créa et optimiser les performances digitales. Ouais, très très important. Et comme je te disais, c'est vraiment une bonne chose de repenser ça. Et je pense que c'est un bienfait pour le marketing. Ça donnera des meilleures réflexions, des meilleures campagnes et finalement des choses qui fonctionnent peut-être mieux. Et ici, un des meilleurs exemples qu'on peut donner, tu as déjà sûrement entendu parler, c'est actuellement, on fait de la publicité, on cible des audiences, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du contextuel. Et donc du contextuel, c'est notamment le cas, par exemple, pour les publicités de display, c'est assez connu, c'est-à-dire, imaginons que, je reviens encore avec mon exemple de produits pour animaux, eh bien, vous allez décider d'afficher votre publicité sur des sites en rapport avec les animaux. Voilà, c'est ça du contextuel. C'est s'afficher dans un contexte qui fait sens par rapport à nos clients potentiels et nos clients types, et s'afficher sur des sites sur lesquels potentiellement ils vont chercher de l'information. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une étude sur eux et je sais que c'est sur ce genre de site qu'ils vont chercher de l'info. Ça, c'est pour l'exemple du display, mais ça peut aussi aller plus loin que ça. Ça peut aller, prenons l'exemple des influenceurs ou même des youtubeurs. Imaginons que vous êtes une marque de voitures et vous voulez faire de la publicité, vous allez pouvoir cibler des intérêts pour les voitures sportives ou autres, mais vous allez aussi pouvoir travailler contextuellement, c'est-à-dire aller chercher les 5 plus gros youtubeurs voitures en Belgique ou en France et aller leur proposer des partenariats, leur proposer une promotion de contenu et travailler dans le contexte. Parce que vous savez que ces 5 youtubeurs voitures qui sont dans un certain thème, eh bien, leur audience qui consomme leur contenu sont des gens qui sont intéressés par votre publicité et vos produits parce que vous l'avez analysé. Ouais, et tu vois d'ailleurs que tu prends l'exemple des voitures, il y a un channel qui s'appelle Villebrequin qui fonctionne super bien en France. C'est de la vulgarisation sur l'automobile. Je suis pas fan de bagnole, mais voilà, je suis le channel parce que je trouve qu'il est bien foutu. Et ils ont commencé, je l'ai vu depuis quelques mois, à avoir en fait de la publicité produit, du placement de produits dans leur contenu, avoué. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il peut pas être bloqué par des adblockers. Il est contextualisé et il est même hyper contextualisé puisqu'en fait, c'est pas une pub avant de bagnole ou de sujet bagnole avant une vidéo de bagnole. C'est du produit dans la vidéo avec le tone of voice de Villebrequin qui va le positionner et donc ça va encore donner beaucoup plus de crédibilité. Maintenant, la difficulté, c'est un peu le plafond, c'est de dire, OK, mais si à chaque vidéo, ils ont 17 produits placés, ça le fait pas. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces gros influenceurs, c'est cette notion de dire ils font aussi bien de la pub pour des produits pour chiens que pour un lave-vaisselle, que pour des produits de beauté, que pour du voyage. Et donc ça devient un peu des hommes sandwich au final. Et donc ils perdent leur crédibilité. Et c'est là où effectivement, de nouveau, on est. Moi j'aime bien dire que dans le digital, on est un peu à l'époque de l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que au moment où l'imprimerie a été inventée, je pense, si je dis pas de bêtises, que Gutenberg, il a fini sa vie en faillite parce qu'on savait pas quoi faire avec ça, en fait. En fait, le truc qu'il y a, c'est que, si je dis pas de bêtises, il avait fait un deal avec son beau-frère pour imprimer des Bibles, qui était le premier livre qui était imprimé, et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres contrats. Et donc, son beau-frère a perdu l'argent. Il est parti avec les Bibles de Gutenberg et que ces Bibles, aujourd'hui, se vendent des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions parce qu'il reste que quelques exemplaires. Et que depuis, on se pose pas la question de savoir à quoi sert l'imprimerie. Mais c'est juste qu'au moment où ça a été inventé, en fait, on voyait pas vraiment puisqu'on n'avait pas besoin avant. Donc, il fallait trouver le meilleur moyen de l'utiliser. Je pense que c'est la même chose, que ce soit avec les influenceurs, que ce soit avec le digital, que ce soit. On est vraiment à cette époque de l'invention de l'imprimerie. Ouais, c'est un excellent exemple, je trouve, effectivement. C'est dans pas mal de domaines, c'est encore le Far West aussi, comme tu le mentionnes là, et c'est vrai, voilà, à un moment donné, il faut des règles, il faut un peu cadrer tout ça, et tout est tellement rapide de nos jours. Il y a des nouveaux réseaux sociaux qui se lancent, qui cartonnent, pour reprendre l'exemple de TikTok qui a explosé, et il faut cadrer. Ces nouveaux médias donnent des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de faire de la publicité, mais aussi invoque toute une partie de data, de privacy auquel il faut faire attention. Et c'est pas juste, voilà, ce nouveau réseau social est super, je vais claquer ma pub. Ben non, il y a tout un tas de choses qui se passent derrière et d'évolution qui peut être fait. Pour rebondir sur un autre exemple, on parle souvent de Facebook. Eh bien, on remarque que les gens qui utilisaient Facebook il y a 10 ans étaient plutôt du type jeune, et maintenant que cette population est plutôt orientée vers Instagram, Snapchat et TikTok, et la population sur Facebook est plus âgée. Et donc, c'est pas parce qu'on va utiliser ce média-là, on ne va pas l'utiliser maintenant de la même façon qu'on l'utilisait il y a 10 ans. Et ça demande quoi ? Ça demande une étude, savoir finalement qui utilise ces plateformes, comment ils l'utilisent, et se rendre compte que finalement,
quels sont les gens et quels sont nos personas. Et donc on en revient toujours à la même conclusion, c'est que le marketing et le marketing digital ces dernières années a manqué de bon sens. Et que parfois il faut simplement faire pause, prendre un petit pas en arrière et se dire qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Parce qu'on a souvent, voilà, on a beaucoup de boulot, on est la tête dans le guidon et on prend pas nécessairement le temps de faire ce pas en arrière et de réfléchir. Et c'est pour ça que moi je trouve des agences comme vous, Mountain View, en stratégie digitale, vous prenez le temps et vous faites l'effort justement de réfléchir à toutes ces problématiques. Parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe qui aujourd'hui peut ouvrir un compte Google Ads et Facebook pour sa petite PME et commencer à faire des pubs. Puis voilà, je fais une pub pendant 2 mois, j'ai claqué 500 € ou 1000 € et puis je pleure parce que ça m'a rien rapporté et c'est la faute aux plateformes. Mais non, il faut faire un travail supplémentaire. C'est devenu tellement accessible et tellement simple qu'on ne fait plus l'effort de fournir le travail pour les utiliser au plein potentiel. Oui, tout à fait. C'est vraiment le travail qu'on fait avec pour la plupart de nos clients. C'est vraiment être capable d'identifier avec eux qui sont les clients, quelles sont leurs activités digitales et comment s'y intégrer de manière pertinente. Et pas uniquement sur le côté interruption, c'est-à-dire publicité, mais aussi d'un point de vue contenu, d'un point de vue plateforme, expérience utilisateur et autres. Et en arrivant à connecter tous ces points-là, on peut arriver à créer une expérience qui va être fluide pour le consommateur et qui va être bénéfique pour l'entreprise parce qu'elle va amener de la valeur et même créer des marques. On voit des marques qui sont... Si je prends une marque, je pense à Tesla par exemple, mais comment est-ce qu'une marque de voiture comme Tesla a réussi à développer une plateforme dans laquelle je peux acheter une voiture sur mon mobile en 3 clics? Alors que aujourd'hui, la plupart des acteurs sur le marché ont du mal à proposer une expérience digitale optimale. Pour la petite histoire, nous on travaille actuellement sur justement un projet d'optimisation et de création d'une expérience digitale optimale. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut du temps, il faut qu'on trouve les moyens de prendre le temps d'identifier qu'est-ce que les consommateurs recherchent, qu'est-ce qui les intéresse, et pas essayer de forcer le truc en essayant juste de mettre des plateformes, des outils et ci et ça. Donc, l'idée, en tout cas, c'est effectivement de se focaliser sur le consommateur, identifier ses attentes, et puis de faire avec, comme on l'a dit, pour résumer un petit peu, effectivement, on a aujourd'hui une grande partie des outils qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui, notamment liés à toute la partie cookies, qui sont en train d'évoluer, de changer, voire de disparaître. Il va falloir s'adapter et le plus grand risque, c'est juste de fermer les yeux et de pas faire attention ou en tout cas dire ouais, mais ça c'est du détail parce qu'en fait, ça va avoir un gros impact comme tu l'as mentionné aussi, notamment dans tout ce qui est aujourd'hui déjà mesure des performances. C'est ça. Et je pense que pour finir ici, on arrive à la ligne d'arrivée de ce critérium. Et donc, pour donner vraiment les key insights aux gens qui nous auraient écoutés jusqu'ici, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'écosystème change. L'écosystème va très, très vite. Il y a des limitations. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que marque ou en tant qu'entreprise pour essayer de conserver un avantage et continuer à comprendre ce qui se passe de manière digitale? Première chose, c'est de connaître ses clients et comprendre ses clients. Et pas hésiter d'aller à la rencontre de ses clients et leur parler. Parce qu'on s'est parfois oublié, on a son site, on fait son digital, voilà, on a des leads dans son CRM, on a des data dans Analytics, mais finalement, on connaît pas le client. Et donc, faire un step back et comprendre ses clients, parler avec ses clients, connaître ses clients, être toujours à jour. Qu'est-ce qui se passe au niveau technologique? Qu'est-ce que font les browsers? Qu'est-ce que font les applications? Est-ce que les outils Analytics ou les outils d'attribution sont toujours bien fonctionnels? Qu'est-ce qu'il y a comme solution technique que je pourrais mettre en place? Et donc, il y a ces 2 pans à conserver. C'est vraiment parler avec ses clients et c'est rester à jour au niveau technique pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place toutes ces nouvelles technologies dès qu'elles sortent, mais il faut rester au niveau et continuer à conserver l'information sur ce qui se passe pour rester un minimum à jour et pour pouvoir s'adapter. Effectivement, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Impeccable. Merci Cédric encore pour ton temps. Je trouve que cet épisode était super intéressant et je pense qu'on aura ça pourrait intéresser vraiment beaucoup de monde parce qu'on voit qu'énormément de personnes se posent des questions sur ces cookies et qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'espère qu'on aura pu répondre à une partie de ces interrogations. J'espère. À bientôt. Salut. Salut, c'est Cédric.